Excusez-moi, je me mets en mode avion, comme ça c'est clair. Pour ce nouveau podcast des Mutins, voilà avec David Chavalarias au CNRS, où il dirige l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Il a lancé en 2016 le projet Politoscope, dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme politique en ligne. Et il a sorti un livre passionnant qui s'appelle Toxic Data chez Flammarion, comment les réseaux manipulent nos opinions. Je suis mathématicien de formation et informaticien, mais je me suis assez vite intéressé à pas mal d'autres choses, d'ailleurs même depuis un peu toujours, mais j'ai un master en sciences cognitives, donc comprendre comment le cerveau marche, etc. J'ai fait une thèse sur la modélisation système social, donc un peu à la frontière entre économie et sociologie. Et puis même maintenant, je suis HDR, donc en sciences sociales. Donc j'ai fait ce parcours des mathématiques vers les sciences sociales, et c'est ce spectre-là qui m'intéresse. Voilà, qui est un champ qui n'était pas en France tellement exploré en fait. Oui, c'est un champ assez émergent, il y a quelques personnes, mais pas tant que ça, donc à cette interface entre mathématiques, informatique et sciences sociales, mais c'est un champ qui s'est beaucoup développé avec le numérique, puisque là, on a des données qui sont assez massives, donc il faut les mathématiques pour les analyser, et on peut dire beaucoup de choses aussi sur la société grâce à ces données-là. Alors là, on est au CNRS, c'est l'Institut du système complexe, vous appelez ça? Tout à fait, c'est l'Institut du système complexe. Déjà, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est, disons que c'est d'une certaine manière simple, hein. Les systèmes complexes, en deux mots, ce sont tous les grands systèmes, que ce soit les systèmes urbains, les systèmes génétiques, les systèmes animaux, où on a un comportement organisé, donc une fonctionnalité du système, des formes qui émergent, sans centralisation. C'est la question de savoir comment est-ce que on organise des collectifs sans qu'il y ait un chef central et où chacun, par des interactions avec ses voisins, etc., finalement, au final, collectivement, on arrive à faire quelque chose. Ça, c'est vraiment la question des systèmes complexes. Et donc là, vous appliquez, vous, directement, avec évidemment l'étude d'Internet, depuis quelques années. Et bon, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez écrit ce bouquin qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Toxic Data, chez Flammarion. Et ce livre donc pointe vraiment les questions de ce qui est toxique et qui n'est pas du tout évident à comprendre pour les gens qui sont simplement des usagers des réseaux sociaux, oui. Mais tout ce qui est lié à l'utilisation de ce que vous appelez les médias sociaux, mais qu'on peut appeler les réseaux sociaux. C'est ça. Alors le livre parle beaucoup des réseaux sociaux, mais pas que. Aussi on parle par exemple des navigateurs Google. Et la question donc c'est de comprendre comment ce numérique, hein, qui a fait un peu éruption dans notre vie depuis maintenant 10-20 ans, mais qui devient ubiquitaire, on ne peut rien faire si on n'a pas accès à un téléphone mobile, à un réseau social, à Google comme moteur de recherche. Donc comment ce numérique qui a fait éruption dans notre vie va perturber pas seulement notre vie propre, mais également le fonctionnement général de la démocratie. Et donc le livre est organisé en chapitres qui se lisent un peu comme un polar, où chapitre après chapitre, on suit les traces de ce numérique qui se déploie, à la fois sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, et de comprendre un peu comment ça peut perturber les processus démocratiques, avec notamment aussi une partie du livre, la troisième partie, qui est une analyse sur 6 ans de l'évolution de l'espace politique français,
et comment donc, certains groupes ont utilisé ces réseaux sociaux pour acquérir du pouvoir politique. Alors ça, on va y revenir, mais c'est ce que vous avez appelé le politoscope, c'est ça? C'est le système que vous avez inventé ici? Tout à fait. Donc Politoscope, c'est une initiative que j'ai lancée donc, avec des collègues ici à l'Institut des systèmes complexes en 2016. À l'époque, c'était en vue de l'élection présidentielle de 2017, pour notamment essayer de comprendre s'il y aurait des actions coordonnées pour perturber l'élection pendant cette élection. Et il y en a eu, hein, il y a eu les Macron Leaks, mais il y a eu d'autres choses qu'on a détectées. Et ce dispositif-là, qui est l'observation du militantisme politique en ligne, est resté actif jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, on a 6 ans d'observation du militantisme politique en ligne et des différentes stratégies, on va dire, pour faire avancer ces idées à travers les médias numériques. Au XXIe siècle, nous pouvons dire que nous avons eu le privilège de voir certaines des plus grandes avancées de l'humanité menées par ces plus grands brillants esprits comme Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page et Sergey Brin, Jeff Bezos, Steve Jobs et bien sûr Elon Musk, la personne la plus riche du monde. Chaîne YouTube française de la société anglaise SimplyTech. Le roi des médias sociaux reste toutefois Mark Elliott Zuckerberg. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à une journée dans la vie du PDG de Facebook. Oups, autant pour moi, le PDG de Meta. Nous prenons une journée dans la vie du PDG de Meta pour découvrir s'il est un robot, un alien ou un lézard, comme le disent toutes les rumeurs. Et vous savez, pour la défense de Mark, les lézards commencent leur journée en s'allongeant sur une pierre chaude sous le soleil du matin pour relancer leur métabolisme. Mark, par contre, commence sa journée sur un lit. Et au lieu de métaboliser la vitamine D et de réguler sa température corporelle, la première chose qu'il fait est de prendre son téléphone et de parcourir Facebook, Messenger et WhatsApp. Il se réveille à 8 h du matin et avant même de mettre ses lentilles, il prend son temps sur ses applications, ce qu'il a admis être mauvais pour ses yeux. Cependant, se lever à 8 h n'a pas toujours été la norme pour Mark, car au début de l'entreprise, le lieu de travail ressemblait à une fraternité où tout le monde arrivait tard au travail, travaillait tard et faisait la fête encore plus tard dans la nuit au travail. Mais après avoir fondé une famille... D'accord. Alors peut-être on va commencer par rappeler ce que vous faites dans le livre. Comment fonctionnent les réseaux sociaux, parce que finalement les gens ne savent pas exactement comment fonctionnent les principaux, c'est-à-dire Twitter, en gros Google, Twitter, Facebook, qui Instagram, qui ont tous leur particularité, mais ils ont un point commun quand même, ils ont un but. Et leur but, c'est quoi alors? Alors, si vous voulez, tous ces réseaux-là, donc il faut bien comprendre en général, donc c'est des réseaux gratuits. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ces réseaux-là ont pour but de valoriser vos données et l'accès qu'ils vont avoir à vos comportements auprès de tiers. Donc ça va être des annonceurs, ça va être d'autres puissances politiques, parfois c'est des puissances étrangères. L'un des concepts principaux en fait, de ces espaces-là, c'est que vous êtes sur ces espaces et vous faites du lien social à travers ces plateformes, donc en vous connectant à des amis, à des comptes, etc. Ce lien social va être utilisé par la plateforme pour gérer la circulation d'informations au sein du réseau. Donc c'est des réseaux immenses, hein. Facebook, c'est plusieurs milliards d'utilisateurs. Et donc c'est en organisant cette circulation d'informations, en organisant aussi la manière dont vous allez pouvoir vous connecter avec d'autres personnes, qu'ils arrivent à valoriser et notamment à vendre de la publicité. Mais pour finir, un des concepts central et qui aussi a une place importante dans le livre, c'est ce concept de place principale d'information, où sur n'importe quelle de ces plateformes-là, vous arrivez et vous avez un peu l'agrégation de toutes les informations qui sont produites par votre environnement dans ce réseau, les gens auxquels vous êtes abonné par exemple. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet endroit où vous voyez défiler des messages, c'est un endroit qui est en fait sous algorithme. C'est-à-dire que la plateforme ne vous montre pas l'intégralité de ce que votre environnement social produit, elle vous montre un sous-ensemble, et ce sous-ensemble est sélectionné non pas en fonction de vos intérêts à vous, mais en fonction des intérêts de la plateforme. Et donc là, je décris dans ce livre un petit peu comment ça se passe justement derrière l'écran par rapport à ce filtrage. Alors justement, dans les outils qui sont proposés, il y a ce secret de tous les outils Internet maintenant qui est l'algorithme. Oui. Chaque algorithme, c'est un peu comme la recette de Coca-Cola, on ne sait pas vraiment comment elle est faite. C'est ça. Vous essayez de comprendre un petit peu comment c'est foutu, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer comment, à la fois comment c'est foutu, d'après, par exemple aussi des fuites qu'il y a eu, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte qui sont partis de ces grandes entreprises avec des documents, et donc ils peuvent montrer un petit peu comment c'est fait, mais aussi à la lumière des études en sociologie, c'est-à-dire qui
permettent d'éclairer un petit peu la différence entre le fait de faire des liens sociaux et des interactions sociales hors ligne et en ligne, qui sont vraiment très différentes dans les modalités. Par exemple, en ligne, on peut communiquer en temps nul avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, ce qui n'est pas possible dans le monde physique. Et puis aussi comment grâce aux sciences cognitives, donc qui étudient le cerveau, comment nos biais cognitifs, c'est-à-dire des choses qu'on a tous et qui sont adaptées en fait à la vie hors ligne, peuvent, dans la vie en ligne, aussi apporter d'autres travers, et comment ça interfère et ça se mélange avec cette optimisation économique qu'ont ces plateformes, pour au final amener à des phénomènes collectifs qui sont vraiment très délétères pour notre démocratie. Alors c'est le point principal, délétère pour notre démocratie, même pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Quand vous parlez de biais cognitifs, ça c'est passionnant parce que là, vous avez quelques exemples flagrants, mais bon, si on prend celui le biais de négativité, par exemple. Oui, effectivement, j'insiste sur ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'en psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle le biais de négativité, c'est-à-dire la propension qu'on a tous à faire plus attention à des messages ou des événements qui portent une dose de danger, de négativité, d'anxiété, plutôt que des événements qui sont neutres ou positifs. Toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes sur ce fil d'actualité dont on parlait tout à l'heure, et que vous voyez plusieurs messages, il y a des messages sur lesquels vous allez cliquer pour en savoir plus, et d'autres que vous allez juste laisser passer dans votre fil. Alors ça, ce biais, c'est la raison pour laquelle l'espèce humaine a survécu, quelque part. Oui, alors il y a plusieurs raisons, si vous voulez, de biais. Là, il y a des explications évolutionnistes, anthropologiques, mais en gros, pour le faire dire très rapidement, l'idée c'est qu'on va s'intéresser plus aux dangers. Enfin, les dangers vont attirer particulièrement notre attention parce que si on n'est pas attiré par les dangers, comme c'est dangereux, ça pourrait nous porter préjudice. Donc on va être en priorité alerté ou mettre notre focus sur des choses qui peuvent nous porter atteinte directement. Sauf que quand vous êtes sur des médias en ligne, donc le même phénomène se passe, donc vous allez regarder les messages anxiogènes, négatifs en priorité par rapport aux autres, vous allez cliquer dessus, vous allez les lire plus longtemps. Et le problème, en fait, c'est que la plateforme, derrière, elle apprend. Donc les réseaux sociaux vous observent, ils regardent combien de temps vous passez sur les messages, ils regardent où est-ce que vous cliquez, est-ce que vous mettez des commentaires. Et donc comme vous allez favoriser dans votre attention ces messages négatifs, et qu'eux, ils essayent d'optimiser l'attention que vous leur accordez, eh bien, ils vont vous en resservir encore plus. Alors, quand on dit ça, on fait aussi pas mal d'hypothèses, puisque derrière, comme vous dites, c'est secret, donc on ne sait pas exactement quel est l'algorithme, mais il y a plusieurs expériences qui ont été faites qui montrent qu'il y a une espèce d'amplification du taux de négativité par rapport au message que vous lisez, par rapport à ce que vous auriez dû lire si on vous présentait juste ce que présentent vos amis. Donc en fait, quand vous êtes sur un réseau social, quel qu'il soit, vous n'êtes pas en train de dialoguer avec plusieurs personnes et recevoir les messages et envoyer d'autres messages. Il y a ces filtres-là, et ces filtres, en fait, distordent la nature de ce qui est échangé, notamment vers des messages qui sont plus anxiogènes, plus hostiles, plus conflictuels. Et ça explique en partie le fait que, sur les réseaux sociaux, sur pas mal de sujets, les rapports entre les hommes sont effectivement beaucoup plus conflictuels qu'ils ne devraient l'être, et mènent à considérer l'opposant politique comme un ennemi, etc., avec une dérive qu'on voit depuis quelques années, depuis 2015, 16, 17, 18, une augmentation comme ça de cette hostilité entre les différentes factions politiques et les différents groupes de lobbying, on va dire. On pourrait déduire que, ah oui, les gens sont cons, quand on dit les gens sont cons, les autres sont cons, mais il y a quand même, là on voit bien dans votre travail que c'est lié aussi à... C'est quand même lié à des évolutions techniques, mais il y a eu des grands changements chez des plateformes comme Facebook ou Twitter. Oui. La manière dont est codé ce filtre des messages qui vous sont présentés va énormément impacter évidemment sur ce qu'il vous est montré en pratique. Et donc il y a tout un ensemble de règles qui sont cachées et dont certaines en fait ont été dévoilées par des fuites qui vont gérer ce qui vous est présenté devant vous. Alors, et les plateformes font sans cesse évoluer ces filtres-là, et parfois il y a des grandes évolutions. Alors par exemple, avant 2018, chez Facebook, le mot d'ordre c'était on veut que les utilisateurs restent le plus longtemps sur notre plateforme. Donc on va optimiser le temps passé. Donc ça veut dire qu'on va regarder les contenus qui vous font passer beaucoup de temps, et puis on va essayer de vous en remettre encore plus, etc.
À partir de 2018, Mark Zuckerberg a annoncé en grande pompe qu'ils allaient innover avec un concept d'interaction sociale qui fait sens. Alors qui fait sens, on ne sait pas pour qui, pourquoi, mais bon, Meaningful Social Interaction. Et il a dit, à partir de maintenant, on va compter plutôt le taux d'interaction autour d'un contenu. Donc une interaction, c'est quoi? C'est un like, le fait de commenter, le fait de partager, etc., etc. Et en fait, quand vous faites ça, eh bien, mécaniquement, vous donnez une prime au biais de négativité, puisque par de fait, vous interagissez plus avec les contenus qui sont anxiogènes. Et ça a été, ça a changé complètement l'hostilité en ligne. Donc, par exemple, les révélations de Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte, elle explique qu'en interne, ils se sont rendus compte qu'effectivement, suite à ça, il y a eu plus d'hostilité, mais que d'un autre côté, les gens passaient plus de temps sur la plateforme, ils étaient plus accros, donc ça a été validé. France 24, 7 octobre 2021. Le Congrès va agir. Ce sont les mots des sénateurs américains. Ils promettent de mieux réguler Facebook à l'avenir, exhortés par le témoignage de la lanceuse d'alerte, Frances Haugen. Je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens. Parfois, effectivement, il y a des changements comme ça de politique algorithmique qui peuvent changer du tout au tout la nature de l'information qui est partagée sur le réseau, la manière dont les gens se font des groupes. Par exemple, sur Facebook, faire des groupes Facebook, par exemple les Gilets jaunes, ça a été très important, les groupes Facebook pour ce genre de mouvement. Donc ça peut changer tout ça du jour au lendemain, juste en changeant une ligne de code sur un algorithme, parce que cet algorithme est déployé à l'échelle de 3 milliards d'individus. Alors, vous rappelez bien tout le temps, il faut le rappeler que le but est toujours commercial, c'est-à-dire que c'est toujours de vendre. Hein, il ne faut pas être dans le fantasme de manipulation, on ne sait pas... c'est pas mal intentionné. C'est un but commercial, et finalement qui est pas mal accepté par les consommateurs de ça, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est sympa, quoi. Je veux dire, ça a une image positive. Mais les conséquences ne sont pas forcément mesurées, parce qu'on n'a pas tous ces aspects que vous nous expliquez là. Et alors, parmi les biais cognitifs, il y a un qui est très important, c'est celui de confirmation, le biais de confirmation, qui reproduit et qui provoque des chambres d'écho. Donc, biais de confirmation, c'est un autre biais. C'est notre tendance, en gros, à s'associer aux mêmes, aux gens qui un peu pensent comme nous, ou qui vont un petit peu dans le même sens que nous. Donc ça, c'est un peu normal. Quand vous faites des amis avec des gens qui sont plutôt du même bord politique, ou qui vont avoir les mêmes hobbies. Donc ça, c'est encore une fois un biais à peu près normal. Et le truc, c'est que ce biais-là peut aussi, lui aussi, être amplifié sur les réseaux, au sens où les réseaux vont renforcer ce côté groupe, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais ils vont renforcer cet entre-soi et mener en fait à des espaces d'information où, à l'intérieur de cet espace, c'est le même genre d'information qui va circuler et où quelqu'un, en regardant ses amis à droite à gauche, va avoir l'impression que tout le monde pense pareil, alors qu'en fait, on est dans une espèce de boule, donc de bulle informationnelle qu'on appelle chambre d'écho, qui est une parmi N dans l'espace global. Donc, par exemple, pour un truc très classique, à un moment donné, juste avant les présidentielles, il y a des gens qui disaient « je ne comprends pas pourquoi Macron est à 30%, autour de moi tout le monde le déteste, les sondages doivent être truqués ». Donc, parce qu'en fait, effectivement, ils étaient dans une bulle informationnelle où tout le monde autour d'eux avait la même idée. Mais comme on a l'impression qu'on est dans un espace numérique, qu'il n'y a pas de frontières et qu'on peut voir tout, on peut avoir l'impression que justement, l'information qu'on reçoit est représentative, alors qu'en fait, pas du tout. C'est encore plus forgé par ces biais de confirmation et puis d'autres types de biais qui font que, donc on appelle ça chambre d'écho au sens presque un bocal, quoi. L'information tourne en boucle et puis ce qu'on voit, c'est la répétition en fait de la même information qu'on a déjà vue par ailleurs. Finalement, ce qui m'interroge moi par rapport à notre évolution dans les médias, c'est que à l'époque, on parlait par exemple, Bourdieu parlait de circulation circulaire de l'information et de ce phénomène qui existe déjà dans les médias, c'est-à-dire le fait de reproduire les mêmes informations et qui a été beaucoup critiqué, beaucoup analysé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un effet pervers de ce qui a été le Internet au début, c'est-à-dire qu'Internet est arrivé un peu comme un contrepoint à un contre-feu à cet espace médiatique qui se reproduisait lui-même.
et qu'aujourd'hui, on arrive par ces outils finalement à reproduire en puissance beaucoup plus importante ce qui était le système de fonctionnement des médias. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, avec aussi la dimension interaction sociale, c'est-à-dire que dans l'espace médiatique, c'était plus vertical, hein, on lisait ce qu'il y avait des médias, puis l'information circulait au niveau des médias et après retombait, alors que là, on a l'impression d'être soi-même acteur, en fait, et on croit d'autant plus qu'on voit qu'on a l'impression d'être libre dans les sources d'informations qu'on choisit, dans le fait de relayer, etc. Et en fait, on est parfois beaucoup plus enfermé. Et ça va même dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a cette formation de chambre d'écho, qu'on appelle chambre d'écho, et d'un autre côté, c'est vrai que ça ne nous empêche pas d'interagir avec des gens qui ont des positions, des visions très différentes. Mais souvent, ces interactions sont plus sous la forme de l'hostilité. On va alpaguer l'opposant politique, le critiquer, le dénigrer, etc. Et donc, ça veut dire qu'on a des interactions très consensuelles avec les gens qui pensent comme nous et qui nous renforcent un petit peu dans nos convictions, et des interactions plutôt conflictuelles avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui nous poussent en fait à être à la fois encore plus conflictuels, à nous éloigner de leur position. Et donc, il y a un double mouvement de concentration et d'éloignement qui fait que c'est ce que j'appelle le déchirement du tissu social, hein, les fibres qui font que normalement on arrive plus ou moins à dialoguer mais avec des gens qui ne pensent pas comme nous, se déchirent. Et au final, on a, comme par exemple aux États-Unis, où là, démocrates et républicains, pour une grande majorité, ils peuvent même plus se parler. Et parfois, ils imaginent même faire deux États différents, ce qui est complètement hallucinant, quoi. Pendant sa présidence, Donald Trump a augmenté la fréquence de ses tweets. Très souvent, il dépassait la centaine de tweets par jour. Propagande, les nouveaux manipulateurs, un documentaire de Alexandra Jousset et Philippe Lagnier. Dans le cas de Twitter, il y a des biais structurels en termes de simplicité, d'impulsivité et d'incivilité. La simplicité à cause de sa limitation à 280 caractères. Il y a une barrière structurelle qui empêche quelqu'un de dire quelque chose de complexe ou de sophistiqué sur Twitter. Ce qu'il a à dire, il peut me le dire directement. Il y a aussi ses vidéos. Et tout ça, je l'ai directement de sa bouche. 2. L'impulsivité. Parce qu'un individu peut vraiment tweeter de n'importe où, à n'importe quel moment, à toute heure de la journée. Et c'est un médium très émotionnel. Et Trump utilise fréquemment des mots liés à l'émotion pour susciter la colère ou la haine. Après avoir fait une attaque très simple, il insère le mot « triste » avec un point d'exclamation. Il nomme pour ses followers l'émotion exacte qu'il veut leur faire ressentir. Et puis il y a aussi un biais pour ce qui concerne l'incivilité. Nous savons par exemple que les émotions négatives voyagent plus vite et plus loin sur la plateforme Twitter. L'essentiel de ce que Trump a dit sur Twitter n'aurait jamais passé le filtre des médias traditionnels. Jamais. Il détestait le fait que Trump s'adresse directement au peuple. Est-ce qu'on a observé des accélérations empiriquement, j'ai l'impression que oui, mais vous allez me répondre plus scientifiquement. Au moment des confinements, Oui. Est-ce que ça a accéléré Oui. ces phénomènes? Tout à fait. Alors vraiment, nous, donc on a cet observatoire de la vie politique. Alors, c'est pas tous les Français, c'est les militantismes politiques, mais déjà sur cet espace-là, qui est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, on a vu très clairement une radicalisation des positions, hein, c'est-à-dire que notamment un affaiblissement des partis modérés, LRPS, en faveur d'un renforcement des partis plutôt LFI, Rassemblement National, l'apparition de Reconquête, qui est un parti encore plus extrême, si on peut l'être, que le Rassemblement National, l'apparition aussi d'une chambre d'écho, comme on vient de les mentionner, autour de la question de anti-vaccin, mais anti-vaccin violent au sens très anti-système aussi, hein, pas seulement au niveau sanitaire. Voilà, donc sur le thème dictature sanitaire. Donc ça, on a vu tout ça apparaître, et on a vu vraiment le paysage social et politique se déformer à vitesse grand V sur ces 2 années.
Vous citez une étude qui date d'avant, de 2016, du Pew Research Center aux USA, qui parle de 83% des utilisateurs des réseaux sociaux qui choisissent d'ignorer les contenus qui jugent eux-mêmes controversés. C'est-à-dire, oui. ça c'est très impressionnant comme chiffre, 83%. Oui. Ça veut dire quoi, ignorer les contenus? C'est-à-dire qu'en fait, comme sur le réseau social, il y a de plus en plus d'interactions conflictuelles. C'est-à-dire, vous postez quelque chose et puis vous avez des trolls qui vont venir, qui vont dire vous traitez de débile, etc., etc. Et puis très vite, en fait, on touche presque le point Goldwyn, c'est-à-dire où on se traite de nazis. Donc ça refroidit les gens et ça les dégoûte en fait du débat. Et donc ce Pew Research Center a montré, en faisant des comparaisons entre les interactions en ligne et hors ligne, que les personnes qui avaient eu le plus d'interactions en ligne, notamment lors de la campagne de Trump, après hors ligne, dans les interactions de tous les jours, étaient beaucoup plus réticents qu'avant à engager des discussions politiques, etc. Parce que, d'une certaine manière, ils étaient presque traumatisés par la violence des échanges en ligne, et donc ça les forçait à se désengager des échanges dans le monde réel. Et ça, c'est vraiment un des impacts directs du numérique sur les mondes réels, sur le débat public. L'exercice est très important pour Marc, et il a une séance 3 fois par semaine. Parfois, c'est à la salle de sport, mais il dit que la course à pied est l'un de ses exercices préférés. Et il emmène sa serpillière, son chien, sur certaines de ses courses. Beast, comme on l'appelle, est un chien de berger hongrois qui ajoute un peu de couleur et d'humour à l'activité. Ensuite, c'est l'heure du petit déjeuner, et Marc n'est pas difficile avec ce qu'il mange. Son assiette est bien garnie, et il lui arrive d'attendre un peu avant d'y toucher. Je suppose que c'est juste sa programmation. Et son choix de vêtements est tout aussi simple. En fait, Mark Zuckerberg, le PDG de l'une des plus grandes entreprises du monde, n'est qu'à une paire de Timberlands de ressembler à un ouvrier du bâtiment. Vous le trouverez toujours avec son t-shirt gris et un jean. Même les personnages de dessins animés n'ont pas cette abondance de la même tenue en permanence. Cependant, ces t-shirts ne sont pas bon marché. Ils sont fabriqués sur mesure pour le confort par le designer italien Brunello Cucinelli, également connu comme le roi du Cachemire. Il coûte 400 $ pièce, et la maison intelligente de Marc lui en envoie un chaque matin lorsqu'il est prêt à partir au travail. Son choix d'aliments et de vêtements simples est basé sur son principe de faire les choix les plus simples possibles afin de ne pas avoir à passer trop de temps à prendre une décision sur des choses moins importantes, alors qu'il pourrait prendre des décisions pour transformer des expériences réelles en expériences virtuelles. Là, vous citiez une expérience aussi que je trouve assez drôle de Matt Onan, je crois qu'on dit. Matt Onan qui bosse pour la revue Wire, qui en fait applique l'expérience d'Andy Warhol. Je pense que tout le monde devrait aimer tout le monde. Oui, alors il a eu une idée donc effectivement un peu loufoque. Il s'est dit, et si je me mettais à aimer tout de manière complètement automatique, tout ce que Facebook va me proposer. Parce que donc sur votre flux Facebook, on vous propose des choses, on vous propose des choses d'amis, mais il vous propose ici de temps en temps des choses d'amis d'amis, parfois il vous propose des publicités. Donc il s'est dit, bon, si jamais je disais à Facebook que tout ce qu'il me présente, j'aime, comment va évoluer ce qu'il va me proposer? Et donc il s'est mis à faire ça, donc il s'est assis le matin, il a commencé à tout liker, y compris des choses un peu limites, et en fait il s'est rendu compte que au bout de quelques heures à peine, la composition de ce qui lui était proposé avait changé. Il n'y avait plus rien qui avait été fabriqué par ses amis, mais c'était plutôt des choses qui avaient été fabriquées par des fermatrolls, des contenus pour attirer des gens sur d'autres sites, etc. Et que surtout, ça devenait de plus en plus radical. Par exemple, la défense du second amendement, de port d'armes, des choses contre l'immigration, etc. Et en fait, il n'a pas pu tenir plus de 2 jours, parce que son fil d'actualité, déjà, s'est complètement radicalisé vers l'extrême droite, et qu'en plus, dans un second temps, Facebook a utilisé tous les likes qu'il faisait donc de produits commerciaux, enfin de gens qui avaient payé en fait pour qu'ils voient ces choses-là. Facebook a utilisé tous les likes qu'il faisait pour recommander ces mêmes items à ses amis à lui, qui se sont retrouvés inondés de Matt Onan, voici, voici, voici. Et donc en fait, c'est une espèce de démonstration de la manière dont les algorithmes, si vous faites un truc complètement neutre, puisque c'était neutre, il like et tout, hein, par nature en fait, font diverger vers des contenus qui sont de plus en plus extrêmes, etc. Parce que ce sont ces contenus qui soit sont des contenus qui sont sponsorisés, donc payés par des tiers pour que vous les voyez, soit ce sont des contenus qui, par ailleurs, sont très likés par tout le monde et donc vont venir polluer votre fil d'actualité. Alors là, c'est intéressant parce que là, on arrive sur la question de la manipulation.
C'est que ça, c'est l'effet naturel de l'algorithme. Il n'est pas fait pour privilégier l'extrême droite plus que des idées plus radicales que d'autres. Simplement, c'est le phénomène naturel que vous avez bien expliqué, à la fois le biais cognitif et à la fois la technique de l'algorithme, puisqu'on va aller vers plus d'efficacité. Donc forcément, naturellement, on va vers des choses plus négatives. Mais alors... Même mécaniquement, je dirais. Mécaniquement, voilà. Mais par contre, tout ça n'est pas totalement neutre tout le temps. Il n'y a pas que des gens qui ont un comportement neutre. Il y a des gens qui savent ça et qui s'en servent, à la fois politiquement, alors des États, mais aussi des partis. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ça aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on constate déjà de ça? Alors, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, ces environnements de circulation d'informations sont devenus un enjeu majeur pour tous ceux qui essayent d'avoir de l'influence politique, économique, géopolitique, et que donc il y a des communautés, des acteurs qui investissent très fortement ces réseaux-là pour arriver à manipuler ou attirer l'attention des masses. Et donc ça a été un des premiers acteurs à avoir fait ça, c'était Barack Obama. Barack Obama, en 2008, a appuyé toute sa campagne sur l'écoute des réseaux sociaux pour deviner quelles étaient les tendances. Mais après, je peux me permettre, il est allé plus loin, parce qu'il est quand même, c'est sous Obama qu'il y a eu l'affaire de la NSA et de la Oui, mais là je parle de la campagne lui-même, hein, parce que la NSA, on peut imaginer que depuis, même avant Obama, il y avait ça, mais là je parle vraiment de son utilisation des réseaux sociaux en politique pour faire campagne. Et en fait, juste après, c'est Trump qui, lui, les a utilisés massivement. Alors, même avant Trump, il y a la campagne du Brexit, où ces réseaux-là ont été utilisés massivement là, pour faire du push, c'est-à-dire pour venir vers les utilisateurs et leur montrer des messages. Donc, il y a eu la publicité ciblée. Faut savoir que, par exemple, sur Facebook, si vous avez de l'argent, eh bien, vous pouvez envoyer des messages à des segments très, très précis de la population, en sélectionnant l'âge, le lieu d'habitation, le centre d'intérêt, et puis vous leur montrez une publicité particulière. Et donc ça a été très utilisé, notamment par Trump, par exemple, pour essayer de changer les opinions que les populations noires avaient de Hillary Clinton, pour agir sur les latinos, pour agir sur les gens d'extrême droite, etc. Donc les acteurs qui savent utiliser ces réseaux l'utilisent de manière en passant à l'échelle, donc assez massive. Alors ça c'est absolument pas secret, hein. Le boost, la publicité ciblée sur Facebook, c'est absolument public. Bien sûr. Et c'est pas cher d'ailleurs. Et c'est pas cher, et n'importe qui, qui a une page Facebook, peut aller dans les paramètres de publicité et constater en fait vraiment l'ampleur du ciblage publicitaire possible. Mais si vous voulez, après, tout le monde n'a pas la technicité pour le pousser à son maximum, et par exemple les équipes de Trump, en 2016, ont réussi un petit peu à câbler ce genre d'outils avec des approches informatiques qui permettent de faire des variations très très rapides des publicités et très rapidement en fait toucher les micro-segments qui vont leur permettre de faire basculer les opinions. Et après, c'est utilisé par nous on l'a vu à l'œuvre aussi, même pas plus tard qu'en 2022, c'est-à-dire que les groupes de reconquête ont énormément utilisé les failles des algorithmes. Alors là, ce n'est pas la publicité, mais plutôt les failles de la recommandation algorithmique pour essayer de mettre en tendance leurs thèmes, etc. Et on voit qu'effectivement, ils ont dominé le débat sur l'immigration. L'idée, c'est par exemple de dire, voilà, aujourd'hui, on va tweeter sur Rachida Boukris qui a enlevé son voile devant Zemmour en disant, voilà, Zemmour a réussi à faire en 30 secondes ce que la gauche et la droite n'ont pas réussi à faire en 5 ans. Il arrive à... etc. Et donc on va mettre ça en tendance et on va monter tout un truc pour que Twitter lui-même recommande la séquence vidéo de cet échange entre Zemmour et Rachida Boukris sur CNews. Et puis en fait après on se rend compte que tout ça c'était faux, là c'était une fausse mise en scène, que la personne a été financée probablement par un ancien, qui était ancienne de chez les Bolloré, que c'était la séquence où il allait visiter Drancy et était censé rencontrer des gens... des inconnus dans la rue, on va dire. Là, oui. Il y a des boucheries qui sont pas là. Oui. Face à la rue, CNews, 25 octobre 2021. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a plus de boucheries qui ne sont pas là. Eh bien, madame. Non, vous l'enlevez pas, là. Voilà. Voilà, très bien. Alors ? Voilà, très bien. Alors ? Et bien, vous voyez, là, vous respectez la laïcité. Non, si, je madame. me respecte moi-même. Non, madame. Non, madame. Il y a antipathie. Sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion.
Donc là, il y a eu une opération pour mettre en tendance ce passage-là, de manière à ce que ça fasse paraître Éric Zemmour comme la personne qui un peu règle le problème du voile, en fait, d'une certaine manière, puisque avec une simple discussion, voilà. Mais en fait, ils ont fait ça des centaines de fois, même plus, nous on a calculé plus que 1300 fois, des campagnes pour mettre en hashtag des trucs sur l'immigration, des choses sur les woke à l'école, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui a été adoptée par certains groupes. Et nous, dans nos analyses, on a vu que c'était principalement l'extrême droite et notamment Reconquête, pour utiliser donc, ces espaces numériques pour acquérir de la visibilité. Et effectivement, quand on compare la visibilité qu'ils avaient sur les réseaux et même dans l'espace médiatique par rapport à ce qu'ils ont fait dans les urnes, il y a un décalage énorme. Alors, ça n'a pas marché. Alors, si vous voulez, ça n'a pas marché. On peut voir de deux manières. Hein. C'est-à-dire que vous avez un groupe politique qui se forme 6 mois avant une présidentielle et qui fait plus que les 2 grands partis historiques cumulés, et qui en plus donc, se fait rembourser ses frais de campagne, même si c'est 7%, si c'est moins que ce qu'ils réclamaient, on peut dire quand même que ça a d'une certaine manière marché, et ça a d'autant plus marché, à mon avis, que, si vous voulez, il ne faut pas regarder juste au niveau d'un groupe politique, il faut regarder au niveau des orientations politiques. Donc si vous regardez au niveau de l'extrême droite, puisque Zemmour, Marine Le Pen, c'est à peu près bonnet blanc et blanc bonnet, c'est juste question d'habillage, en fait, ça a permis de dédiaboliser toutes les thèses de Marine Le Pen qu'elle défendait depuis 20 ans et que Zemmour a portées dans les médias et qui ont été relayées dans les médias alors qu'avant c'était considéré comme pas très soit honnête, soit correct de parler de ces sujets-là de cette manière-là. Donc d'une certaine manière, ça a marché. Marine Le Pen a fait 5% de plus, Zemmour s'est fait rembourser ses frais de campagne, le PS et LR se sont écroulés, et maintenant, le Rassemblement national a 10 fois plus de députés qu'il y a 5 ans. Donc on ne peut pas dire que ce soit un franc échec. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Où sont donc ces Ornicard, les conjonctions dont vous parlez? Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Parataclao, la France d'en haut, celle d'en bas, celle du centre et des côtés. On nous dit vous vous débrouillez, on va vous décentraliser, vous serez bien sécurisés, les effectifs seront doublés et les dispositifs musclés. Et pour ceux qui veulent renacler, on leur promet de les boucler. Ainsi parlent ceux qui tiennent les clés. Faut dire qu'ils se sentent encerclés dans leurs immenses propriétés. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. La force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Il y a quelque chose que vous pointez aussi, honnêtement, dans le travail, c'est que ça a marché, mais les réseaux sociaux, ça a cette influence, mais il y a quand même une grosse influence qui reste quand même celle des médias traditionnels, télé, CNews par exemple, sur l'affaire du grand remplacement. Le terme explose à un moment où il y a un passage télé de la ministre. Tout à fait. L'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord ? 14 février 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, est invitée sur CNews par Jean-Pierre Elkabbach. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. À partir de là, le nombre de tweets et de recherches Google explose. En 2 semaines, l'attention va être multipliée par 100. En une soirée, la ministre aura réussi ce que Gérard Darmanin n'avait pas réussi dans l'hémicycle, ni l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux sont une composante de cette évolution de l'espace informationnel, que ça ne fait pas tout, mais ça ouvre en fait des possibilités qui sont assez majeures dans ces évolutions, ça accélère aussi les évolutions, mais qu'on n'est jamais aussi efficace que quand on couple cet outil-là avec des outils plus traditionnels comme les télévisions, et notamment CNews qui a relayé massivement ce qui se passait sur les réseaux, mais pas que. Il y a eu plein de médias comme BFM TV ou toutes les radios à peu près ont pu relayer à un moment donné ou à un autre
ce qui se passait sur les réseaux sociaux, même si parfois c'était uniquement quelque chose qui était poussé par un groupe politique particulier. Et donc c'est cette synergie en fait entre les espaces médiatiques traditionnels et les réseaux sociaux qui fait que des nouveaux récits peuvent se propager très vite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dont on parlait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, donc on a ces espèces de chambres d'écho, donc des espaces un peu plus ou moins fermés, et par exemple un groupe d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou LR, ou n'importe lequel, hein, qui essaye de sortir une thèse, un narratif, un argument, en général, ça va rester parmi ces militants sur les réseaux sociaux. Donc ça va pas propager au-delà, en termes politiques, de ces militants politiques. Par contre, s'il arrive à toucher les médias de manière à ce que ça redescende sur une base plus large, ou s'il arrive à toucher les algorithmes de recommandation des plateformes de manière à ce que ça redescende sur l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, là, on a un récit, des narratifs qui peuvent se propager beaucoup plus loin. Donc c'est ce couplage, en fait, entre d'un côté la dynamique propre des réseaux sociaux et de l'autre côté des médias qui sont transverses à ces chambres d'écho, la télévision, les algorithmes de recommandation, qui font qu'on va avoir des dynamiques explosives ou qui vont s'emballer. Aujourd'hui, on va mettre une chose au clair. C'est quoi la différence entre un boost sur Facebook et une publicité sur Facebook? Parce qu'encore là, ça peut être mélangeant entre les deux. Parce qu'un boost, c'est une sorte de pub. Une pub, ça peut faire un boost, mais c'est pas un vrai boost. Mais une pub, tu as moins d'options qu'un boost, mais un boost, c'est plus efficace sur certains points. Fait que là, aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi un boost, ça sert à quoi, c'est quand est-ce qu'on a besoin, puis quand est-ce que tu as besoin d'une pub, puis ça sert à quoi, puis quand est-ce qu'on va le faire. Prends des notes, c'est parti. Il y a aussi l'aspect publicitaire, donc on en a parlé tout à l'heure sur Facebook. Ça vous a permis de mesurer quelque chose, ça. Le fait qu'il y a des dépenses qui sont faites officielles, hein, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook notamment. Tous les partis politiques en France n'ont pas les mêmes dépenses. Oui, alors il y a la question de la publicité en politique une question importante parce que évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire beaucoup de publicité, vous pouvez influencer énormément l'opinion. Alors la publicité politique est interdite en France quelques semaines avant un scrutin pour cette raison-là. Mais ce qu'on voit donc, c'est que en dehors donc, de ces périodes-là, les partis utilisent à différents degrés ces publicités. Il y en a qui ont vraiment investi dans ces publicités en ligne ciblées, qui sont quand même a priori assez efficaces. Et aussi que même pendant les périodes où c'est interdit, on continue à avoir de la publicité qui pourrait être assimilée à de la publicité politique si on regarde vraiment un peu de près, hein. Et en fait, les réseaux n'ont aucun moyen de modérer ça. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir quelqu'un qui vérifie toutes les publicités, qui connaissent l'espace politique, etc. Ça leur coûte trop cher, ils ne le feront jamais. Et même la notion même de publicité politique est très difficile à interpréter d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que si vous savez que le programme d'un candidat, par exemple, est porté sur je sais pas, l'encadrement de la chasse, et que les chasseurs n'aiment pas ça, alors vous allez, dès qu'il va s'exprimer là-dessus, vous allez faire une publicité ciblée juste sur cette thématique-là, qui n'est pas forcément une thématique politique, pour que les chasseurs commencent à se défier, se dire non, on ne va surtout pas voter pour cette personne-là, et vous allez faire la même chose mais dans l'autre sens, pour les écologistes, en faisant croire que, par exemple, telle personne va être pour la pêche à la chasse à la glu, et donc il ne faut pas voter pour elle. Donc, mais en soi, parler de la chasse, ce n'est pas un thème politique, mais en mettant l'accent en fait sur certains aspects d'un programme, eh bien on rend la chose politique, et donc on peut faire changer l'opinion de certains électeurs sur des candidats. Et ça fonctionne toujours sur ce même registre de négativité, et donc de décrédibiliser aussi, parce que c'est le plus efficace. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, ça se joue sur le côté un peu négatif, de ironie, ridiculisation, décrédibilisation, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus efficace, c'est aussi ce qui s'absorbe d'un point de vue informationnel le plus rapidement. Il faut voir qu'on est dans des flux d'informations, hein, donc on n'a pas le temps de s'arrêter, réfléchir 30 secondes sur un argument un peu compliqué. On est là, on rigole un bon coup, et puis on passe au truc d'après. Et c'est là où il y a une forme de conditionnement, dont je parle un peu dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, on voit passer des informations, on reste en moyenne, je sais pas, quelques secondes sur chaque post, et on a l'impression que ça ne nous touche pas, parce que juste ça nous fait rigoler, mais en fait, au final,
ça crée un sentiment moyen sur différentes personnalités, sur différentes idées, qui va être remobilisé, même à l'insu de notre plein gré, lors de décisions électorales. C'est par exemple l'utilisation de ce que vous appelez des mèmes. Voilà, c'est les mèmes, c'est les petites blagues. Alors on va se moquer de la taille de telle personnalité politique, ou de sa manière de parler, ou de... Et ça, c'est des choses qui sont fabriquées. Et ça, c'est des choses qui sont fabriquées aussi. Alors ça, les mèmes, c'est tout un pan, c'est-à-dire comment... fabriquer des contenus qui vont être viraux, qui vont facilement circuler, qui vont être souvent ciblés, plus une personnalité que des idées. Et ça, c'est un peu un symptôme des débats actuels, c'est que politique, c'est que de plus en plus, on va sur les personnes, à dénigrer les personnes et à discuter des défauts des personnes plutôt que de discuter des idées et de qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait. Parce que en fait c'est facile, vous faites un truc sur une personne, vous sortez une phrase hors contexte et ça vous permet de vous moquer, et la moquerie, le dénigrement, ou même le fait que par exemple vous sortez une phrase d'Emmanuel Macron qui dit l'immigration est inéluctable parce que changement climatique, etc. Mais vous coupez ça, vous dites juste c'est inéluctable, et à côté vous mettez une photo du Bataclan en disant bah voilà ce qui va se passer s'il continue. Vous faites ça avec n'importe quelle figure politique, hein. Vous sortez du contexte et vous mettez à côté une image choc, bah, c'est sûr que ça c'est quelque chose qui s'absorbe en 15 secondes et qui va laisser une trace, on dira, émotive. Si vous en ingérez comme ça des kilomètres et des kilomètres, à la fin, ça peut vraiment influencer votre raisonnement. Évidemment, on est tous tentés de faire ça tout le temps, parce que c'est l'ironie naturelle de la blague, machin. On le fait nous-mêmes, parfois de façon assez spontanée. Simplement, là, il y a de la fabrication, il y a de la fabrique de... C'est-à-dire qu'il y a des outils clés en main qui sont c'est ce que vous montrez un petit peu, non ? Oui, c'est-à-dire que après, ça a été assez industrialisé, donc il y a des gens qui créent des banques de mèmes, et en fait, le problème, c'est pas juste que quelqu'un va dire un truc rigolo, et ça, même si c'est un peu dénigrant, ça va circuler. C'est que quand vous êtes spécialiste de l'influence sociale, vous pouvez faire ça à grande échelle de manière coordonnée. Et donc, sur une période très courte, vous allez vous arranger pour qu'il y ait des masses, comme ça, de messages hostiles, négatifs, ironiques, sur une personne en particulier, et c'est cette masse-là, parce que en fait, tout est orienté de la même manière, qui va faire que vous êtes en capacité soit de dézinguer la réputation de quelqu'un, soit de changer les opinions. Et donc, il y a des outils clés en main, il y a des gens qui fabriquent des banques de mèmes, où il y a juste des choses à remplir, et on fait des variations en fonction de l'actualité, etc. Et ça, c'est très utilisé, et ça a été utilisé notamment en 2017 en France, par l'extrême droite américaine, pour essayer de venir influencer le vote français. Alors là, vous parlez d'un autre registre encore qui est à l'échelle internationale, c'est le rôle des États, ou des influenceurs, en tout cas pas forcément des États, mais en tout cas des groupes au niveau international. Oui, c'est-à-dire que maintenant on est dans l'espace numérique, donc informationnel, qui joue un rôle très important au niveau national, notamment dans les contextes électoraux, mais qui sont sans frontières. Hein, n'importe qui peut venir et discuter, même un Russe, un Chinois, un Grec, venir discuter avec des Français. Et en fait, ce côté sans frontières est utilisé très largement donc, par des États hostiles, notamment aux démocraties, pour acquérir de l'influence politique ou déstabiliser un pays. Tous les États, je pense, utilisent ces outils d'influence pour, soit en positif, soit en négatif, pour pousser leurs pions dans différents pays. Google, c'est un État dans l'État, c'est les États-Unis, donc ils utilisent ça certainement pour des raisons économiques. On a vu la NSA, comment elle a pioché dans les données de Google. Chaque État, si vous voulez, utilise ces nouveaux espaces. Par contre, quand vous avez dictature contre démocratie, c'est clair que la démocratie, elle part avec un désavantage très net, parce que par son principe de libre expression, elle est obligée d'autoriser le fait qu'on parle contre elle, alors que dans l'autre cas, les gens sont juste éliminés. Et puis aussi, en fait, c'est très difficile d'agir sur les environnements numériques des dictatures, tout simplement parce qu'ils sont entièrement contrôlés par les dictatures. J'aurais pu parler de tout ce qui est aussi, on va dire, capitalisme de surveillance. Je l'évoque un peu, mais ce n'est pas le centre du bouquin, parce que ça a déjà été bien défriché aussi par d'autres collègues, et très bien. Donc ce que j'ai essayé de montrer, en fait, dans ce livre, au-delà de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la mainmise sur les données privées et qui servent à plein de choses, c'est la manière dont ça déforme les infrastructures sociales elles-mêmes. Et pour moi, c'est
c'est au moins, voire plus dangereux pour les démocraties, parce que le vrai problème, par exemple, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est quand vous avez carrément des groupes de citoyens entiers, de plusieurs milliers, voire centaines de milliers, qui sont convaincus d'une certaine réalité et qui se battent contre l'autre partie. Je prends l'allégorie de la maladie auto-immune. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que les gens se tapent les uns sur les autres, eh bien, vous avez considérablement affaibli un pays. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai pas parlé tellement... Enfin, j'ai un peu moins parlé du capitalisme de surveillance, mais j'en parle dans d'autres travaux et c'est... Voilà. Vous notez qu'il y a un lien entre Trump, Marine Le Pen, Netanyahou. C'est l'agence Harris Media. Je n'ai pas creusé vraiment tous les liens qu'il peut y avoir, mais c'est sûr qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans l'influence sociale et où les partis politiques leur achètent des techniques d'influence, leur achètent aussi des faux comptes. Donc il y a plusieurs partis politiques qui ont recours à ces agences-là pour faire de l'influence sur Internet. Donc ça, j'ai pas une vision exhaustive en fait de tous quels acteurs souscrivent à telle agence, et puis c'est vraiment un travail d'enquête si vous voulez, mais en tout cas c'est clair que vous pouvez avoir des connexions un peu insoupçonnées dans les méthodes entre différents partis de différents pays. Mais on revient toujours quand même à cette idée que ce sont les idées les plus extrêmes et les plus radicales qui vont avoir bonne diffusion. Vous notez aussi, voilà, en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui est un parti d'extrême droite qui revient au pouvoir, qui reprend des sièges au Parlement en 2017. Là, en Suède aussi, voilà. en Italie. Tout ça, ce sont des gens qui font appel à Harris Media ou à des... Bon, l'enquête doit être faite, mais en tout cas, qui utilisent les mêmes méthodes, quoi. Donc c'est assez efficace, quand même. Oui, je pense que c'est vraiment efficace. C'est-à-dire que si vous regardez le volume, les montants qui sont investis dans la publicité classique, vous voyez que c'est pas pour rien. Enfin, les gens, ils ne se font pas des harakiri. Il y a 1500 milliards de dollars, je crois, par an au minimum. Donc c'est que ça marche. Et quand vous passez à une autre technologie qui est la publicité ciblée, plus après toutes les techniques d'amplification sur les réseaux, ça marche encore mieux. Donc le problème, et une des raisons aussi pour lesquelles c'est souvent des idées assez extrêmes qui bénéficient de ce genre de techniques, c'est que fondamentalement, c'est des techniques qui sont malhonnêtes, au sens où le principe souvent, c'est de faire croire qu'il y a plus de gens qu'il n'y en a en créant des faux comptes, etc., etc. C'est vraiment de l'ordre de la manipulation. Donc les acteurs qui ont recours à ce genre de service, c'est que déjà, ils sont un peu borderline d'un point de vue éthique et moralité. Alors ça c'est très important ce que vous dites, parce que ça, on l'a pas dit encore, c'est dans cette manipulation, il y a alors tout le monde connaît à peu près maintenant les trolls. Donc les trolls, on peut rappeler la définition, c'est des gens qui vont attaquer, qui sont payés ou pas, voilà, enfin, qui polluer sont, un débat, être agressif pour décourager les gens de s'exprimer. Ouais. Donc ça existe depuis le début de l'Internet quasiment. Oui. Par contre, ce qui est nouveau, enfin ce qui a pris de l'importance, c'est les bots, des robots. C'est les bots et les gens payés pour faire comme s'ils étaient des vrais citoyens. En fait, ce qui prend de l'importance, c'est tout cet aspect où vous faites croire qu'il y a plein de citoyens qui sont en faveur de telle ou telle cause, alors qu'en fait, ce ne sont pas du tout des citoyens, c'est soit des faux comptes, donc à des robots automatisés, soit des Indiens, des Bangladais, etc., qui sont payés pour faire ça, des fermes à clics, voilà. Mais comment vous mesurez ça avec vos outils, vous ? Alors, il y a plusieurs manières de mesurer ça. Nous, avec nos outils, on le mesure alors, parfois, on a des données qui nous permettent d'identifier que, par exemple, tel volume de messages qui mentionne Macron Leaks, dans un cadre électoral, en fait, ont été écrits à l'extérieur de la France et pas par les Français. Donc là, on sait que, du coup, c'est les gens qui font croire qu'ils sont Français alors qu'ils ne le sont pas. On peut aussi repérer des actions coordonnées. Donc on peut voir que, par exemple, sur tel sujet, eh bien, il y a une tendance qui est en train de monter. Mais en fait, les groupes qui font monter cette tendance sont en fait des comptes qui sont très coordonnés, qui correspondent à un spectre très très fin de l'opinion, par exemple extrême droite, extrême gauche, qu'importe, hein, mais que c'est vraiment ce spectre-là qui est en train d'essayer de faire croire que tout le monde s'y intéresse. Alors ça, c'est le biais de répétition, si on n'a pas parlé de ce biais-là, mais qui est un biais très important aussi, le fait que ce soit répété. Plus vous voyez un message et plus vous y apportez de crédit, ah oui, je l'ai déjà vu, oui, c'est vrai que ça doit être vrai. Et après, il y a aussi des techniques donc, de reposter le même message sur plusieurs comptes différents pour faire croire que voilà, tous ces comptes-là, en gros, pensent la même chose. Donc tout ça, on peut le repérer en fait en analysant les réseaux sociaux à grande échelle. Une des techniques majeures d'influence sociale, c'est de faire croire qu'il y a une multitude qui défend une cause.
Or, de plus en plus, cette multitude est artificielle, c'est des robots, et on a fait énormément de progrès dans la conception de ces robots, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes capable de déployer une armée comme ça de ces robots équipés d'intelligence artificielle, eh bien vous allez être capable, sur un temps, on va dire, moyen, de faire en sorte que ces comptes se mêlent à la population, fassent des camarades de lutte, etc., etc. Et puis, du jour au lendemain, sur une heure ou deux, vous changez les consignes à ces robots, et vous leur dites, bah, maintenant, vous vous appelez à voter machin, vous donnez des arguments, et ça va être d'autant plus crédible que, comme il y a ces intelligences artificielles qui sont capables même de dialoguer, elles vont être capables de répondre et d'argumenter. C'est ça que vous dites qui est le plus impressionnant, c'est qu'on pourrait discuter sans le savoir avec un robot, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et là maintenant, un des meilleurs exemples en fait récents, hein, c'est il y a un ingénieur de Google qui s'est fait virer parce qu'il travaillait sur un agent conversationnel de Google, donc il dialoguait, etc. Donc en gros, hein, c'est des programmes informatiques qui vont ingérer des millions, voire des milliards de textes différents et qui vont apprendre la statistique de tout ça et être capable, en gros, de parler à la manière de ces milliards de textes. Mais comme c'est tellement divers, ils peuvent parler d'à peu près n'importe quoi. Et donc cet ingénieur-là, à un moment donné, a eu une discussion sur la vie et la mort avec cette intelligence artificielle, et à un moment donné, c'était tellement troublant qu'il a cru qu'elle était devenue consciente. Et il a publié des échanges qu'il a eus avec cette intelligence artificielle, et Google l'a viré pour divulgation de secrets des affaires. Bon. Mais quand on voit les échanges, c'est vraiment très troublant, parce qu'on a vraiment l'impression qu'en face, on a effectivement quelqu'un qui sait argumenter, qui sait développer, répondre, etc. Et donc, à l'heure actuelle, on peut très bien entraîner un robot sur un corpus de discours, par exemple, de un candidat X, ou les tweets d'un candidat X, ou des militants du candidat X, et après avoir des robots qui seront capables d'aller troller, d'aller convaincre, avec les mêmes arguments que le candidat X. Ça me fait quand même, je me dis quand même que ça veut dire peut-être que le discours politique s'est affaibli quand même, et s'est appauvri pour qu'on puisse le remplacer par une intelligence artificielle. Alors, non, c'est-à-dire, les premières versions d'intelligence artificielle étaient assez basiques, mais je vous promets, ce qu'on fait actuellement est extrêmement bluffant. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas que l'intelligence artificielle, l'ordinateur devient vraiment intelligent et qu'il est capable d'inventer des choses nouvelles, c'est qu'il est capable de lire un ensemble d'arguments, donc son niveau d'intelligence, en fait, va être le niveau d'intelligence de ce qu'il a lu. Hein. Donc, mais c'est des techniques qui permettent de recombiner de manière très très subtile ce qu'il a lu pour produire des contenus originaux. Et donc, c'est pas que la machine est devenue plus intelligente que l'homme et est capable d'inventer des nouveaux arguments sur telle et telle politique. C'est juste que si vous leur donnez tous les discours et toutes les expressions de militants de tel parti, ils seront capables de les reproduire et les recombiner. Un robot peut devenir un bon militant dogmatique. Tout à fait, exactement. Exactement. En 2014, lors d'une séance de questions-réponses à l'université de Tsinghua en Chine, un étudiant a demandé à Mark ce qu'il pensait de l'avenir de la technologie. Il a répondu qu'il y avait 3 choses importantes à ses yeux. Numéro 1, connecter le monde entier. Numéro 2, l'intelligence artificielle. Et numéro 3, ces 3 choses occupent tout le temps de Mark au travail. Facebook, désolé, Meta, a déjà commencé ses plans pour connecter le monde. L'un de leurs plus grands projets est le câble sous-marin de 37 000 km qui fait le tour du continent pour fournir un accès rapide et fiable à Internet à 23 pays du continent. En termes d'intelligence artificielle, Meta AI a également commencé à développer des projets tels que Deepfake Detection, Denspose et AI for Commerce, qui faciliteront les achats en ligne pour les acheteurs et les vendeurs. Pour finir, évidemment, le livre est riche de plein de choses, on a survolé, évidemment, il faut le lire. Et à la fin, vous avez fait toute une proposition pour sauver notre démocratie de l'overdose numérique. Hein. Vous avez fait toute une proposition d'actions possibles, on ne va pas toutes les lister, mais peut-être évoquer un petit peu ces actions que vous proposez pour essayer de résister à ça, quoi. Je pense que c'est vraiment très important de voir qu'il y a des choses à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau de la législation institutionnelle à faire. Il faut faire les deux en même temps si on veut résister un petit peu à ça. Alors, au niveau individuel, on ne va pas tout détailler, mais il y a pas mal il y a des réflexes au niveau de la vérification d'informations, mais aussi même au niveau de notre rapport au numérique. Par exemple, là, les notifications qui peuvent être très, très délétères pour notre vie de tous les jours. Donc voilà, vous conseillez de déconnecter. De les enlever si ce n'est pas des trucs qui nous sont vitaux pour nous. Il y a aussi la question d'arriver à bien connaître
par exemple les différents sophismes qui sont utilisés en ligne. Hein. Je donne une liste d'une bonne vingtaine de sophismes, c'est-à-dire cette tournure de phrases où par exemple on vous dit il y a A et B, il faut choisir parce que si vous n'êtes pas pour A, alors vous êtes pour B, alors que souvent en général il y a aussi C et D dont on ne vous parle pas, et en fait en essayant de cadrer le raisonnement juste entre deux options, c'est là où on essaie d'influencer votre raisonnement. Mais en fait, il y a plein de choses, de sophismes comme ça, ou de la pente glissante sur si vous commencez comme ci, alors vous allez finir comme ça, alors qu'en fait, il n'y a rien qui, logiquement, vous entraîne là-dedans. Donc, connaître ces formes d'argumentation, de rhétorique. Donc voilà, il y a plein de pistes individuelles hein, qu'on peut vraiment prendre pour se prémunir d'un certain nombre de choses. Et puis après, donc, il y a la question du collectif. La question du collectif, c'est la question du statut de toutes ces données. Est-ce qu'une entreprise comme Facebook a le droit, tout simplement, de récupérer, d'agréger toutes ces données qu'on lui donne individuellement et d'en refaire un service? Franchement, c'est pas évident, il faut réfléchir, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des espaces publics numériques qui soient indépendants, au sens où non commerciaux, où on connaisse quels sont les algorithmes dedans, comment on réduit la fracture numérique, bon, il y a plusieurs choses, je ne peux pas toutes les énumérer, mais juste pour aussi vous montrer jusqu'où ça va, moi je suis intimement convaincu aussi que toutes ces évolutions numériques perturbent aussi la manière dont on vote, et notamment utilisent des failles du mode de scrutin, et il y a des modes de scrutin différents qui permettraient d'éviter, enfin en tout cas d'atténuer les manipulations qu'on peut avoir en ligne. Et donc il y a des modes de scrutin, comme par exemple le jugement majoritaire, où au lieu de choisir une seule personne et avoir un deuxième tour où en fait quelqu'un avec 25% de soutien de la population peut être président de la République, même s'il y a la majorité qui est contre lui, juste par l'effet du premier tour, deuxième tour. Donc il y a des scrutins comme le jugement majoritaire, où c'est beaucoup plus représentatif, on va dire, à la fois du soutien, mais aussi de la défiance des citoyens envers les différents candidats. Et donc, par exemple, dans ce mode de scrutin, au lieu de choisir une seule personne, on s'exprime sur l'ensemble des candidats, en bien et en mal, hein, en les évaluant sur une échelle à rejeter jusqu'à très bien. Et après, le candidat le mieux évalué l'emporte. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les réseaux sociaux actuellement les stratégies ont vraiment intégré les failles de notre mode de scrutin à deuxième tour, puisque pour gagner dans un système de tours, en fait, il faut passer le premier tour, donc il faut arriver à diviser l'ensemble des différentes voix pour que votre parti, qui a un socle de 18%, que 18% ça devienne un seuil de qualification pour le deuxième tour. Et puis après, il faut arriver à polariser, à rendre votre autre candidat pire que le vôtre. Donc en fait, de travailler sur l'hostilité, etc., pour que les gens rejettent le candidat en face. Donc à la fin, on se retrouve à voter pour le moins pire. Et ça, les réseaux sociaux sont très bons, en fait, pour essayer de vous faire croire quel candidat est pire que l'autre. Donc là, on a une vraie faille dans notre manière de décider collectivement, et on pourrait changer le mode de scrutin. Donc ça, c'est aussi une des pistes qui serait à explorer. Dans le monde dans lequel on vit, bon, là, on n'est même pas dans l'idée qu'on peut se déconnecter, quoi. On n'est même plus dans cette idée-là. On est déjà... Bon, la révolution a tellement été énorme. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas avoir de smartphone, de machin, qui vivent comme ça et qui arrivent. Hein. Mais dans la société dans laquelle on vit, pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt comment on résiste avec ces outils-là, quoi. Oui, alors par rapport à ça, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première chose, c'est que bon, il y a des bons aspects du numérique. Voilà, il y a aussi de mauvais, mais il y a certains qui sont des bons aspects. L'autre, c'est que effectivement, c'est bien, je pense, d'aller aussi vers une déconnexion. Il y a plein. Moi, je parle aussi de la question d'autonomie, hétéronomie, le fait de devenir dépendant de ces réseaux. Je pense qu'il faut arriver à s'en extraire. Donc, d'une certaine manière aussi, il faut effectivement travailler sur la déconnexion. Mais je pense que c'est utopique de penser que du jour au lendemain, l'ensemble de la population va se déconnecter. Il y aura toujours un bon pourcentage qui restera connecté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si, par exemple, rêvons, il n'y a que 20% de la population qui reste connectée, en fait, si les mécanismes que je décris dans ce livre-là continuent à être en œuvre, même sur ces 20%-là, ça donne un bras de levier énorme à ceux qui savent les utiliser. Et donc, il faut, dans tous les cas, réfléchir à comment on utilise mieux ces réseaux sociaux numériques et ces espaces numériques en général, et quels sont les bons réflexes à développer individuellement et collectivement
pour atténuer les effets nocifs et toxiques de ces espaces d'environnement. Quand on lit votre livre, à aucun moment on a envie de rester sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok. À aucun moment. Bah, très bien. Enfin, moi, moi personnellement, je ne peux plus. Oui, bah, en fait, moi, mon objectif n'est pas de détourner les gens des réseaux sociaux, mais en tout cas, si on peut se rendre compte qu'on a besoin de moins de réseaux sociaux, qu'on peut aller plus rencontrer les amis au café et que c'est quand même un autre mode de convivialité, je serais très content. C'est ça, parce que vous pointez le fait que des gens peuvent passer en moyenne 58 minutes par jour sur un réseau social. Sur Facebook, la moyenne sur Facebook, c'est 1 heure. Donc les gens passent en moyenne 1 heure sur Facebook au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent 3 heures, 4 heures, et d'autres qui en passent, mais en moyenne. C'est vrai que rien que sur Facebook. Donc c'est vrai que quand vous réfléchissez à ça, 1 heure par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 1 heure par jour en termes de sociabilité hors de votre maison? C'est quand même, ça fait 7 heures par semaine. C'est-à-dire en gros une journée entière à passer du temps avec des amis en physique. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a ce côté un peu magique où on peut rester en contact et des gens qui sont loin, etc., qui c'est très bien. Mais il faut regarder aussi l'envers de la médaille où, d'une certaine manière, ça nous coupe aussi des liens physiques de tous les jours, quoi. On vient de passer plus d'1 heure ensemble, au lieu de passer 1 heure à zapper sur nos réseaux sociaux. Exactement. Finalement, j'en ai quand même encore plus appris. J'avais déjà lu le bouquin, mais voilà, ça fait partie des choses. Effectivement, le fait d'échanger, des questions que j'avais. Bon, évidemment, j'en ai encore des milliards, je ne vous les poserai pas. Mais je vous remercie. Je pense qu'on a fait un peu le tour quand même, en gros. Peut-être qu'on n'a pas bien saisi, parce qu'on n'est pas rentré dans la technique, c'est à quel point vous avez c'est pas juste du discours que vous avez en termes voilà, vous ne parlez pas comme ça dans le vide, tout ça est basé sur un travail quand même très concret de données que vous avez étudiées, et ça quand même il faut rappeler que ce travail-là scientifique, il est essentiel qu'il soit public. Bien sûr, oui. Bah, moi c'est ma vie de tous les jours, c'est faire de la recherche sur ces espaces sociaux numériques et de manière générale sur le social, le documenter, développer des outils, et j'utilise ces outils dans ce livre justement pour avoir des exemples concrets. Donc le livre est émaillé d'exemples concrets, soit que moi j'ai développé, soit que des collègues ont développé. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, 1968. Stop, will you? Stop, Dave. S'il vous reste encore un peu de temps entre vos longs moments passés à discuter avec des robots sur les réseaux sociaux, vous pouvez prolonger cette réflexion sur Cinémutin en regardant par exemple le documentaire d'Alexandra Jousset et Philippe Lanier, Propagande, les nouveaux manipulateurs. Merci à David Chavalarias au CNRS. Merci à André Mainviel pour la musique. Et on vous conseille bien sûr ce bouquin qui s'appelle Toxic Data. Et normalement, à la suite de ce livre, vous devriez complètement arrêter de vous servir de votre smartphone et des réseaux sociaux. Bon courage. Like a